Il est 10 heures passées de quelques minutes ici à Paris. Les titres de ce jeudi, les présidents américains et iraniens ont signé à distance le protocole d'accord mettant fin à la guerre engagée il y a près de 4 mois par les États-Unis. Il doit permettre, entre autres choses, la réouverture du détroit d'Ormuz, un premier pas vers la paix avant des négociations plus ardues. Il y a beaucoup de questions en suspens et à ce stade, la République islamique n'a renoncé qu'à très peu de choses. Le deuxième épisode caniculaire en France en moins d'un mois. À nouveau, les températures vont être beaucoup trop hautes pour la saison, jusqu'à 40 degrés attendus, signe d'un dérèglement climatique qui s'accélère. Et puis belle prestation pour l'équipe nationale de foot britannique. En Coupe du Monde, elle a battu la Croatie hier soir. Les Portugais, eux, sont inquiets après le nul face aux redoutables léopards congolais. À suivre donc les dernières infos de la Coupe du Monde. Avant de développer ces titres, ces toutes dernières informations qui nous parviennent du Niger, où de violents tirs à l'arme lourde sont entendus depuis le petit matin dans la zone de l'aéroport international de Niamey. Les tirs, selon nos confrères de RFI, se poursuivent actuellement. La zone est bouclée. Des assaillants seraient parvenus donc à accéder à la zone aéroportuaire. Les forces de défense et de sécurité du Niger sont en alerte maximale. On y reviendra dans nos prochains journaux. Et voilà pour un moment diplomatique très singulier, celui qu'on a vécu cette nuit lorsque Donald Trump a signé le protocole d'accord pour mettre fin à la guerre qu'il a lancée avec l'Iran, contre l'Iran plutôt fin février. La scène s'est passée au château de Versailles pendant le dîner organisé pour le président américain par le président français. Signature quasiment sur un coin de table entre les chandeliers et les bouquets de fleurs. Voilà pour la forme et pour le fond. C'est Julien Dubois qui nous raconte ça en images. C'est au château de Versailles, aux côtés d'Emmanuel Macron, que Donald Trump a signé le protocole d'accord avec l'Iran. Quelques instants plus tard, la République islamique confirme avoir fait de même par la main de son président Massoud Pezeshkian. Dans ce plan en 14 points, les deux parties se donnent 60 jours pour aboutir à un accord final, mais Donald Trump semble d'ores et déjà faire des concessions. Parmi elles, Washington s'engage à terme à lever toutes les sanctions qui frappent Téhéran. Dès aujourd'hui, les États-Unis vont d'ailleurs délivrer des dérogations pour les exportations d'hydrocarbures iraniens. Un fonds de 300 milliards de dollars est également prévu pour financer le redressement économique de l'Iran. Les détails doivent être discutés dans les 2 prochains mois. Les Américains mettent également fin à leur blocus des ports iraniens. De son côté, l'Iran doit permettre le rétablissement de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Sur la question la plus sensible, Téhéran s'engage à ne jamais produire d'armes nucléaires. Là encore, 60 jours seront nécessaires pour parvenir à un accord. Mais l'Iran se dit prêt à diluer ses stocks d'uranium hautement enrichi sous la supervision de l'Agence internationale atomique. Le texte approuvé par les deux parties prévoit aussi la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. On l'a dit, le texte à l'instant approuvé tant par Washington que par Téhéran prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Ces derniers jours, toutefois, le discours du gouvernement israélien et les frappes régulières contre le Hezbollah dans le sud Liban pouvaient permettre d'en douter. Le chef du Hezbollah hier soir a appelé, je cite, à expulser Israël du territoire libanais. Regardez. Le Liban est-il vraiment concerné par l'accord entre l'Iran et les États-Unis ? Oui, à en croire le premier point qui stipule la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Quelques mots d'ailleurs brandis par le Hezbollah comme une victoire de l'Iran sur les États-Unis. Tout d'abord, nous tenons à féliciter le peuple iranien, la résistance, ainsi que les pays et les peuples de la région et du monde entier qui aspirent à l'indépendance et à la liberté pour cette grande victoire. Confiant, le mouvement chiite dicte même ses conditions concernant des pourparlers avec Israël. Pour lui, les négociations entre le Liban et son voisin doivent uniquement se limiter à un accord de sécurité mutuelle. Sauf que le Hezbollah ne prend pas part aux discussions de paix directes déjà initiées entre les deux pays. Le président libanais Joseph Aoun affirme d'ailleurs que l'accord de paix Iran-États-Unis doit être dissocié du Liban et insiste pour que les négociations directes avec Israël se poursuivent. Les assurances que nous avons reçues et ce sur quoi nous insistons est que le processus des négociations est indépendant, même si nous appuyons certainement le cessez-le-feu et tout pays qui nous vient en aide, y compris l'Iran.
L'État libanais est maître de ses décisions. Depuis 2 mois, le Liban mène des négociations directes avec Israël, sous l'égide des États-Unis. Une 5e session de discussion est d'ailleurs prévue le 22 juin à Washington. Et puis il va faire chaud en France dans les jours à venir, beaucoup trop chaud pour la saison, jusqu'à 40 degrés dans le centre du pays. C'est le 2e épisode de canicule dans ce printemps qui s'achève. Le pic est prévu entre dimanche et lundi au moment du solstice d'été, le jour le plus long. 26 départements sont en vigilance orange. Il est 10h10, on passe à notre rendez-vous quotidien et notre discussion aujourd'hui qui va nous permettre de rester en France. On va évoquer la loi dite fast fashion qui est passée hier en commission mixte paritaire, qui s'est entendue sur une proposition de loi qui sera présentée aux députés à la fin du mois de juin après un très long chemin législatif. Cette loi donc qui est censée encadrer une mode qui ne fait du bien ni à ceux qui la fabriquent ni à l'environnement qui le sature, ni aux vieux modèles économiques. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Pierre Condamine. Bonjour, merci beaucoup d'être à distance avec nous. Vous êtes chargé de campagne surproduction pour l'ONG Les Amis de la Terre, membre de la coalition Stop Fast Fashion. Sur ce plateau, Thibault Ledunois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de l'innovation à la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et Pierre Lebovici, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint climat et pollution chez Disclose, un média en ligne d'investigation. Et vous venez de sortir hier, je crois, ou en tout cas cette semaine, votre enquête d'1 an au cœur du système Décathlon, c'est ainsi que vous l'avez intitulé, où vous révélez des conséquences humaines et écologiques de la stratégie low cost du géant français du sport. Alors je le disais, cette proposition de loi anti-fast fashion dont on parle depuis longtemps en France est passée hier en commission mixte paritaire composée de parlementaires et de sénateurs. Elle va arriver sur les bancs et de l'Assemblée et du Sénat à la fin du mois de juin. L'objectif semble assez communément partagé, c'est mieux encadrer à la fast fashion, peu soucieuse, on le sait, des droits humains et du respect de l'environnement et qui constitue aussi une concurrence déloyale pour les professionnels de l'habillement qui ne sont peut-être pas à mettre tous dans le même panier. On y reviendra, mais d'abord on voit en image ce que propose ce texte et on en parle juste après. C'était un texte très attendu par les acteurs du secteur textile en France qui demandait une définition de l'ultra fast fashion. C'est désormais chose faite. En France, elle sera donc conditionnée par 2 critères cumulatifs, le volume de vêtements mis sur le marché et l'incitation à réparer, c'est-à-dire un rapport entre le prix du produit et le prix que coûterait sa réparation. Pour réduire l'impact environnemental de l'industrie textile en France, la loi prévoit des restrictions de publicité sur les produits de fast fashion, notamment via les influenceurs, et un système de malus financier sur chaque vêtement en fonction de son impact environnemental. Sans cette loi, on n'aura aucun levier pour pouvoir freiner ces plateformes d'ultra fast fashion. On a testé les taxes petits colis, on voit bien que les plateformes arrivent à les contourner. Mais le texte concerne exclusivement les plateformes asiatiques, comme Shein et Temu, et épargne les enseignes françaises et européennes comme Zara, Kiabi ou Decathlon, en raison de leur poids fiscal et des emplois qu'elles représentent. Pour beaucoup, c'est un trou dans la raquette inquiétant. La majorité des produits sont des produits de ce qu'on pourrait appeler la fast fashion traditionnelle. L'ultra fast fashion ne représente pas aujourd'hui plus de 5 à 10% du marché français. Le vote final sur ce texte est prévu le 29 juin au Sénat après un vote à l'Assemblée nationale le 24. Mais certaines mesures, notamment les restrictions de publicité, pourraient ne pas être en accord avec le droit européen. Voilà, quelques chiffres avant de poursuivre cette discussion. En 2025, les Français ont acheté en moyenne 43 pièces d'habillement neuf par personne, soit une de plus qu'en 2024. 4 paires de chaussures, 12 pièces de linge de maison. Ça fait à peu près 3,6 milliards d'articles neufs mis sur le marché. C'est 100 millions de plus qu'en 2024. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, Thibault Ledunois, cette loi qui va être présentée à la fin du mois, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, elle a déjà connu un très long chemin législatif. Elle est attendue par les professionnels du secteur. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps ?
C'est une bonne question. En effet, nous, ça fait plusieurs années, au moins 3 ans, qu'on se bat pour cette loi. Pourquoi? Je pense que c'était pas une priorité pour le gouvernement. Il n'a pas été. Enfin voilà, on a été très loquace et on a beaucoup demandé que cette commission mixte paritaire soit réunie, puisque la loi a été votée à l'unanimité il y a déjà 1 an maintenant. Cette commission mixte paritaire aboutit à un texte et un consensus. C'est évidemment une bonne chose et en même temps, il faut être très vigilant. En effet, le sujet l'évoquait sur le périmètre et sur la capacité de l'ultra fast fashion à faire de ses lobbies et de ses moyens financiers aujourd'hui de cette loi une sorte de poupée de chiffon et donc qui en fait n'aurait pas forcément d'impact réel sur les réalités du marché, la concurrence déloyale, etc. Donc pourquoi c'est si long? Je pense que c'était pas une priorité. Et c'est très bien et on est ravis que ça ait pu l'être. Je remercie d'ailleurs les parlementaires, notamment Anne-Cécile Violent et Sylvie Valente-Lehir, qui se sont beaucoup mobilisés sur cette loi et qui portent ce projet de loi depuis plusieurs années. Maintenant, nous, on reste très vigilants à ce que cette loi ait un réel impact et qu'elle ne soit pas juste des mots et des effets réglementaires qui en fait n'auraient pas d'effet concret. 2 propositions majeures donc dans cette proposition de loi, l'interdiction de la publicité pour l'ultra fast fashion, et on va revenir sur les termes, publicité faite notamment par les influenceurs sur les réseaux sociaux, et pénalité financière pour les vêtements qui en sont issus, une espèce de malus. Pierre Condamine, on avait déjà parlé, vous et moi, sur ce plateau l'an dernier de cette proposition de loi et de ce long chemin législatif. Le texte qui est issu aujourd'hui de ces discussions est un consensus, disait Thibault Ledunois à l'instant. Est-ce qu'il va assez loin? De notre point de vue, ce texte, il va pas assez loin dans le sens où, ça a été dit, il y avait un choix très clair qui a été fait de ne cibler que l'ultra fast fashion. On est aujourd'hui dans une période de réchauffement inédit en France. On sait que l'industrie textile, c'est jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc il y a un enjeu à encadrer le secteur dans sa totalité. Et aujourd'hui, on a fait le choix de ne cibler qu'une petite partie, certes qui est grandissante dans les dernières années, qui a un impact énorme, mais une partie qui reste aujourd'hui quand même minime de l'industrie textile. Et donc, de notre point de vue, ça va pas assez loin, mais surtout, ça comporte des risques. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu créer un texte qui est taillé sur mesure pour Shein, pour Temu, pour ces plateformes d'e-commerce étrangères et bien souvent chinoises. Sauf qu'en se faisant comme ça, on a quelque peu figé la loi sur ce modèle-là tel qu'il est aujourd'hui. Sauf que ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que ces enseignes-là, elles sont capables d'évoluer extrêmement rapidement. On a vu que Shein, qui était exclusivement en ligne, a ouvert des magasins en France. On a vu que Shein, qui vendait presque exclusivement des produits chinois, aujourd'hui accueille la marque française Pinky sur sa plateforme. Donc en fait, ce qui nous fait peur, c'est que non seulement on va louper une énorme partie des marques qui devraient être régulées, parce qu'on sait très bien le problème environnemental qu'il y a derrière Zara, H&M, Primark, mais en plus de ça, en voulant vraiment cibler, restreindre le filet sur ces marques, on risque en fait de leur donner une opportunité d'y échapper. Donc de notre point de vue, on est assez déçus côté associatif, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on se bat pour avoir une loi qui a un potentiel énorme, qui aurait pu servir d'exemple au niveau européen et même à l'international. Et au final, on se retrouve avec quelque chose qui a très peu de chances aujourd'hui d'avoir des effets concrets. Pierre Lebovici, donc du média d'investigation disclose une précision. Je disais que votre enquête sur Decathlon était toute récente, elle a quelques mois, mais le propos reste le même. Sur ce distinguo entre la fast fashion qui est arrivée assez récemment ici en Europe, et clairement le gouvernement français avec ce projet de loi veut viser les Chinois, les mastodontes du secteur, Shein, Temu et autres AliExpress. Ce distinguo entre l'ultra fast fashion et la fast fashion, est-ce qu'il est légitime selon vous? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement français a assumé d'exclure les entreprises françaises de fast fashion du périmètre de cette loi. Le ministre du Commerce l'a dit lui-même, on a trouvé un moyen de protéger les entreprises françaises. La question se pose de la définition effectivement entre fast fashion et ultra fast fashion. Pour vous donner une idée, Kiabi, marque française, met en vente chaque jour 800 000 références en France. Pour Decathlon, c'est 1,2
2 milliards de produits qui sont mis en vente chaque année dans le monde. Donc, on peut effectivement s'interroger sur la légitimité de cette décision. Nous, ce qu'on a montré chez Disclose par nos enquêtes, c'est que ces marques françaises, elles sont dans une course à la production de vêtements. Certes, à une échelle qui n'est pas celle de Shein, par exemple, et Temu, mais qui est quand même comparable, avec une chose qu'il faut rappeler par ailleurs, c'est que Decathlon, par exemple, fait produire l'essentiel de ses vêtements en Chine. Son deuxième pays de production, ça doit être le Vietnam, et le troisième, le Bangladesh. Donc finalement, les conditions de production des vêtements de Decathlon, les conditions de travail pour les ouvrières et les ouvriers qui fabriquent ces pièces textiles sont comparables à celles qu'on trouve dans les usines qui travaillent pour Shein et Temu. Là-dessus, Thibault Ledunois, quand on dit que des géants français type Decathlon qui habillent ont des éléments dans leur façon de fabriquer les vêtements, les largeurs de gamme, les méthodes de production, les lieux de production, les fréquences des collections, les prix de vente et puis une forme d'obsolescence programmée des vêtements sont quasi similaires et peut-être cachés par l'image de marque qu'ont ces grandes enseignes ici en France. Comment est-ce que vous recevez, vous, ce discours-là ? Alors nous, on défend les marques premium, donc on n'est pas du tout les lobbies de ces acteurs-là. Et d'ailleurs, on était plutôt progressistes et plutôt, voilà, en tout cas, dans une discussion assez forte avec nos homologues de l'Alliance du commerce qui habillent Decathlon, etc. Donc, pour remettre quand même quelques éléments, je pense que c'est important de rappeler que c'est quand même des entreprises qui payent leurs impôts en France, qui n'est pas le cas de Shein. À la différence de Shein paye 250 000 euros d'impôts en France, ils font 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même, c'est quand même juste une goutte d'eau, voilà. C'est vrai que l'argument mis en avant par le gouvernement français est de dire qu'il faut protéger des groupes qui payent leurs impôts en France. Par ailleurs, Decathlon emploie un certain nombre de gens. Shein, la preuve en est, en tout cas, voulait créer de l'emploi en France via le BHV. La preuve en est, c'est qu'au final, c'est 200 emplois qui sont créés, alors qu'on nous annonçait 400 de créés. Et on a appris cette semaine que Shein finalement part. Donc voilà, donc il y a quand même ce sujet aussi de l'emploi. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ferment, notamment dans notre segment sur le premium. Et évidemment, c'est de l'emploi, c'est des gens, c'est des centres-villes. On va beaucoup parler de pouvoir d'achat, de dynamisation des centres-villes. Tous ces sujets-là sont au cœur du quotidien des Français. Et puis le troisième élément, enfin, il y en a encore deux. Le troisième élément, c'est le sujet, en effet, je dirais, la conformité des produits. Enfin, du coup, la DGCCRF a encore aligné, dès la répression des fraudes, a encore aligné Shein en juin avec 16 millions d'amendes, 22 millions d'amendes, je crois, là en juin. Et puis avant, on avait déjà eu 40 millions d'euros d'amendes. Donc on a des amendes qui s'accumulent. Et aujourd'hui, la majorité des acteurs français, heureusement, se conforment aux normes européennes et heureusement. Et puis le troisième élément, et là, c'est sur la production. Le sujet, moi, je suis moins radical parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, nous-mêmes, d'entreprises premium qui fabriquent en Chine dans des usines qui sont objectivement de très bonne qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut fabriquer en Chine en respectant les droits de l'homme, Alors, l'environnement, il faut être très vigilant et pour le consommateur final, franchement, c'est très difficile parce qu'en effet, on a un Made in China qui veut tout et rien dire, c'est-à-dire qui peut à la fois concerner une entreprise qui a des panneaux solaires, qui va travailler à l'insertion des femmes, etc. Et puis, de l'autre côté, avoir une sorte de ce qu'on appelle les sweatshops, les usines de la sueur avec des enfants qui travaillent, etc. Donc, en fait, le problème, c'est que le Made in China aujourd'hui représente une pluralité de réalités qui est extrêmement vaste. Et d'ailleurs, le pays chinois est absolument énorme. Et donc, en cela, je pense que aujourd'hui, Chine, de notoriété publique, fait appel à l'esclavage moderne, au coton ouïghour, etc. Ce qui ne veut pas dire que les entreprises françaises sont propres, ou en tout cas toutes propres. Et évidemment, elles doivent balayer devant leurs portes. C'est pour ça que, en l'occurrence, Promote, qui est un grand acteur, a mis en place l'affichage environnemental, Kiabi travaille beaucoup sur les sujets de recyclabilité et de Made in France. Et nous, nos marques premium, évidemment, font beaucoup d'efforts à travailler sur une production plus propre. Parce que je pense aussi que on n'a pas une vision. Aujourd'hui, les entrepreneurs de mode sont pas dans une vision de détruire l'environnement ou de détruire... Enfin, je veux dire, il y a un moment où il y a une réalité concrète aujourd'hui du terrain qui fait qu'on n'a plus envie de faire la mode comme on la faisait avant. En tout cas, nous, sur le segment premium, et Cézanne aujourd'hui, Fago, Asphalt sont des très bons exemples d'une mode
accessible et responsable. Mais c'est vrai qu'il représente une toute petite part du marché dans des gammes de prix qui ne sont pas les mêmes. Thibault Ledunois, Pierre Condamine, il y a une réalité qui est le succès de ces géants de l'ultra fast fashion. Shein, Temu, c'est une croissance de 12% de leurs ventes en volume selon les chiffres de Refashion, qui est un éco-organisme mandaté par l'État pour gérer la filière textile. Est-ce que vous croyez d'une certaine façon que ce texte de loi peut entraîner une espèce de mouvement vertueux pour d'autres groupes, type ceux qu'on a évoqués à l'instant, qui habillent Decathlon, etc. Je pense plutôt l'inverse. Je pense qu'en fait, en ciblant spécifiquement Shein, on se retrouve dans une situation où finalement ce qu'on appelle la fast fashion française ou européenne, elle va être protégée. Parce que ces acteurs-là, ils ont quand même énormément appelé à réguler Shein. Pourquoi ? Parce que c'est une marque qui grignote aujourd'hui énormément de leur part de marché. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le plus probable, c'est que si vraiment Shein est ciblée, elle va reculer et finalement, ce sont ces marques qui, depuis 20 ans quand même, faut le rappeler, augmentent leur part de marché, fragmentent le marché et aujourd'hui, on voit que le moyen et petit commerce sont en train de fermer en France parce qu'il y a l'arrivée de cette fast fashion, de ces Zara, de ces H&M, de ces Primark. Donc après, j'entends l'argument de ce sont des entreprises qui paient leurs impôts en France, qui créent des emplois, mais à ce moment-là, ne faisons pas de cette loi une loi environnementale. Si on veut en faire une loi environnementale, on prend tous les acteurs qui ont un impact environnemental et on les soumet à ce périmètre. Je ne dis pas qu'il faut cibler Zara autant que Shein, mais on sait que l'impact environnemental de Zara est quand même énorme, de Decathlon aussi, on en a parlé. Et donc, ces marques-là, elles doivent aussi être soumises à des incitations, voire à des pénalités si elles ne sont pas dans les clous. Mais aujourd'hui, de fait, on n'a pas fait ce choix. On n'a pas fait ce choix. Pourquoi ? Parce que ce sont des marques qui paient les impôts en France, qui créent l'emploi. Mais n'utilisons pas l'argument de l'environnement pour faire du greenwashing, pour dire que cette loi, elle va protéger l'environnement. Cette loi, aujourd'hui, elle ne protège pas l'environnement, elle protège des entreprises françaises ou européennes, qui d'ailleurs sont basées en France ou en Europe, mais comme on l'a dit, qui produisent à l'étranger, contre des entreprises chinoises. Et ne parlons pas d'environnement, ne faisons pas du greenwashing, quand finalement, in fine, ce ne sont que des arguments économiques et protectionnistes qui ont guidé la version finale de cette loi. Dans l'immense majorité du nombre de pièces que j'évoquais, qui est assez impressionnante, consommées par an par les Français, près de 4 milliards d'articles neufs consommés, 43 pièces d'habillement par an par Français, 4 paires de chaussures. L'ultra fast fashion, vous me corrigez si je me trompe, n'est qu'une petite partie. L'immense partie étant la fast fashion traditionnelle, les enseignes que l'on connaît ici en Europe depuis une trentaine d'années, H&M, Zara et autres qui habillent, pour ne citer que les marques françaises. Est-ce à dire que pour les arguments économiques que l'on vient d'évoquer, elles bénéficient de cette image de marque, elles sont intouchables. Vous racontez dans Disclose qu'effectivement, quand Decathlon notamment vend une paire de baskets à 4 €, on imagine bien que derrière, il y a peut-être des entailles faites à X liste d'obligations. Oui, c'est ce qu'on a effectivement montré, c'est que pour pratiquer des prix aussi bas, parce que les marques françaises se sont alignées, elles n'ont même pas attendu, en fait, Shein et Temu, pour pratiquer des prix très très bas, pour vendre un t-shirt à 3 € ou une paire de chaussures, de baskets à 12 € par exemple. Nous, on a obtenu des documents internes de cette marque en l'occurrence, qui permettent de calculer le prix qui est effectivement payé aux personnes qui fabriquent effectivement, donc qui sont derrière les coutures, les semelles, par exemple, d'une chaussure. Un ouvrier ou une ouvrière touche moins de 2 $ sur une paire de chaussures qui va être vendue, par exemple, 25 $. Voilà. Et en fait, c'est jamais un ou une seule ouvrière qui travaille dessus, c'est plutôt une dizaine qui sont sur une seule paire. Donc, il faut vraiment avoir conscience que je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit, qu'il y a des pratiques vertueuses de production qui sont encouragées, il y a des marques qui sont surtout transparentes sur la manière dont elles produisent, ce qui n'est pas le cas
à l'heure actuelle en tout cas, des grandes marques qu'on a Parce évoquées. qu'elles n'y sont pas obligées. Elles n'y sont pas obligées et c'est là, on parlait d'incitation, c'est vrai que pour moi, cette loi peut être considérée comme un rendez-vous manqué en matière de transparence parce que aujourd'hui, rien n'oblige à, comme vous le disiez, préciser ce qu'il y a derrière le Made in China, c'est-à-dire dans quelle usine tel vêtement a été produit, quelle est la rémunération effective des travailleurs et des travailleuses qui sont derrière un vêtement. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la fast fashion française échappe à tout contrôle. Et le problème, c'est, nous on l'a montré en tout cas pour le cas de Decathlon, c'est que cette obscurité par rapport aux conditions de production, elle permet de faire prospérer de l'exploitation pure et simple d'ouvriers et d'ouvrières. Decathlon a reconnu, la marque elle-même a reconnu qu'elle avait travaillé avec des usines qui ne respectaient pas les standards minimums de rémunération au Bangladesh. Le Bangladesh, il y a une personne sur deux qui vit dans un bidonville dans ce pays. Donc il faut vraiment pas se voiler la face et se dire que la fast fashion française, aujourd'hui, elle participe de ce système qui a servi des peuples en Asie, en l'occurrence, et par ailleurs a un impact environnemental délétère. Et puis pour rebondir sur ce que disait Pierre Condamine à l'instant, Thibault Ledunois, il ne faut pas être dupe. Les géants de la fast fashion basés en Europe depuis une trentaine d'années voient évidemment d'un bon œil le fait que cette loi va abattre ce qu'ils considèrent comme un concurrent déloyal. Évidemment. Je pense que, moi, je suis tout à fait aligné avec ce qui est dit. Évidemment, nous, on représente les intérêts des marques françaises, des marques premium, des marques engagées, des marques qui investissent aussi sur le Made in France, sur des usines, sur du relocalisation, du proche import, etc. Évidemment, il fallait les deux. Il aurait fallu les deux. Il fallait à la fois protéger le marché, parce qu'aujourd'hui, le marché est en train de tomber. Je veux dire, moi, j'accompagne aussi les entrepreneurs. J'ai la chance d'accompagner 150 entrepreneurs par an qui montent leur boîte, qui peuvent être votre cousine, votre tante, votre oncle. Combien m'appellent chaque jour pour me dire je vais arrêter, je ne peux plus y arriver. Et donc ça, évidemment, c'est un crève-cœur. Et donc, il fallait protéger le marché français. Et je pense que d'ailleurs, il faut protéger le marché européen. Mais l'ultra fast fashion est venu fragiliser un marché qui allait déjà mal. Bien sûr. Ce n'est pas à l'arrivée de Temu qui a tout changé sur le marché de l'habillement. Bien sûr, mais évidemment, la réalité, c'est que les gens ne comprennent plus pourquoi il faut payer un vêtement. Et je pense que d'ailleurs, en cela, l'arrivée au BHV, pour nous, c'était quand même vraiment le tapis rouge pour dérouler aussi de la pédagogie envers les Français. Et je pense qu'aujourd'hui, on a d'une certaine façon avancé sur la bataille culturelle vis-à-vis de la consommation de mode, la responsabilité des consommateurs et des consommatrices. Et je pense qu'en cela, on a avancé. La réalité, c'est qu'en effet, il y a une partie de la population qui achète en masse des produits d'ultra fast fashion exclus de l'esclavage moderne et que sur le sujet environnemental, en effet, je pense qu'on n'est pas allé assez loin et que là, il va falloir qu'on reste très mobilisés, en tout cas nous, et j'espère que les associations le seront aussi, pour, sur les décrets d'application de cette loi, essayer d'avoir le maximum, même si il est vrai aussi, les lobbies aujourd'hui de l'ultra fast fashion sont très présents, sont très puissants, ont beaucoup de moyens aujourd'hui pour faire basculer notre économie, en tout cas textile. Mais l'échec de Chine au BHV, il ne parle pas, ce n'est pas un échec de Chine. Ce que ça montre, c'est que c'est deux modèles, une vieille maison, un grand magasin parisien. Et alors bon, après, il y avait un management plus que controversé du patron du BHV qui d'ailleurs s'en va. Ça ne dit pas que ça ne fonctionne pas. Ça dit que sous cette forme-là, à cet endroit-là... Je pense que ça prouve que Chine ne pourra jamais rentrer dans un monde retail parce qu'il ne pourra jamais payer des employés. La vente oui, en fait, la réalité, c'est que Chine aujourd'hui peut payer si peu cher parce qu'il ne paye rien. C'est-à-dire qu'il ne paye pas ses employés, il ne paye pas ses matières, il ne paye pas ses impôts, il paye rien. Donc c'est normal, on peut vendre des choses à 1 euro ou 2 euros. Et du coup, on se dit, c'est quand même super pour le pouvoir d'achat. Mais non, la réalité, c'est que ça détruit des emplois, ça augmente le chômage en France, ça désertifie nos villes. Donc aujourd'hui, si c'est l'échec du modèle de Chine, parce que le modèle de Chine aujourd'hui, s'il est bien contrôlé à la fois sur le volet environnemental et économique, ne peut pas tenir. On ne paye pas sur le t-shirt, vous voulez dire on finira par le payer d'une façon ou d'une autre collectivement. Oui, et puis surtout il faut le payer aujourd'hui à la collectivité, c'est-à-dire qu'il faut payer ses impôts, payer des salaires en France, que fait le BHV, et malheureusement dans le modèle économique ça ne fonctionne pas.
Il y a un sujet assez central, Pierre Condamine, que vient d'évoquer Thibault Ledunois. C'est la question du rapport à la consommation, du comportement de consommation de nos sociétés aujourd'hui, la question du prix, bien sûr. Le modèle de la fast fashion s'est développé en parallèle de la mondialisation, bien sûr. Avant, disons, les années 70-80, l'achat régulier de nouveaux vêtements dits de qualité était plutôt réservé aux foyers les plus aisés. Et puis, c'est vrai que ces marques, alors d'abord la fast fashion, puis l'ultra fast fashion, a fortiori encore plus, sont venus donner peut-être cette illusion de la démocratisation et du droit que tout le monde pourrait avoir d'être habillé selon les tendances, etc. Qu'est-ce que ça dit, ça ? C'est un droit aujourd'hui ? On a le droit de pouvoir s'habiller comme on veut et de changer. Est-ce qu'on peut revendiquer ce droit-là ? Alors, c'est intéressant parce que le droit à la mode, c'est la publicité qu'avait fait Shein l'an dernier au moment du... Je ne suis pas porte-parole de Shein. Hein. Non, mais c'est une question. Non, mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Non, mais c'est intéressant parce qu'en effet, c'est l'argument qui est mis en avant. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Moi, quand on parle des années 70, même je vais remonter en 1960, le foyer de dépenses des ménages consacré à l'habillement était le même que pour le logement et l'énergie et le chauffage. Donc, c'est-à-dire qu'en 1960, on dépensait autant pour se loger et se chauffer que pour s'habiller. Et aujourd'hui, on voit que c'est le poste de dépense le plus bas pour les ménages. Et en fait, on ne paie plus le véritable prix de nos vêtements parce que les externalités qui permettent ces prix bas, ces externalités environnementales et sociales, on les a délocalisées. En France, on ne voit que le prix parce que, au final, les personnes qui sont exploitées, on a parlé d'esclavage moderne ou les impacts sur l'environnement, elles sont à l'autre bout du monde. Et ça, c'est dû à la vague de délocalisation qu'on a eue dans les années 90-2000. Ça, c'est une chose. Donc, on ne paie plus le vrai prix des vêtements. Et aujourd'hui, si c'est possible aujourd'hui, c'est pas par magie. C'est pas parce que c'est vertueux. C'est parce qu'il y a un système qui oppresse, un système qui détruit l'environnement, qui oppresse des populations. Mais c'est à l'autre bout du monde qu'on n'en parle pas. La deuxième chose, c'est que je trouve ça un peu condescendant de dire oui, mais les populations défavorisées, elles ont besoin de ces vêtements à prix bas pour s'habiller, pour être à la mode, c'est un droit pour elles. Sauf que ces vêtements, souvent, ils sont de mauvaise qualité. On l'a dit, ils ne respectent pas les standards, les normes européennes en matière de produits chimiques, donc ils sont dangereux. Donc en fait, ça revient à dire les populations les plus pauvres, pour qu'elles aient le droit à s'habiller, faut qu'on nivelle par le bas, faut qu'on baisse la qualité. C'est comme dire si les personnes n'ont pas de quoi manger du bio ou de l'alimentation saine, on va leur mettre des OGM, des pesticides, ou on va permettre aux gens de louer des logements insalubres s'ils n'ont pas les moyens. Et en fait, c'est du nivellement par le bas. Au lieu de se dire ces personnes-là, elles n'ont pas assez de moyens pour s'habiller correctement, on va niveler par le bas la qualité et la dangerosité des produits qu'on leur fournit. Et donc, moi, ça me dérange un peu parce qu'il y a un aspect très condescendant. C'est-à-dire les pauvres, pour qu'ils s'habillent, faut leur donner des vêtements de mauvaise qualité qui sont dangereux. Et c'est pas une bonne réponse. Juste une précision, on voyait des images à l'instant du relais. C'est vrai qu'on a évoqué rapidement la question de ce que ça coûte à l'environnement, ces productions dans les usines de production. Mais il y a aussi cette quantité astronomique de vêtements qui sont jetés chaque année. 2/3 des déchets textiles finissent incinérés ou enfouis en France. Et donc, c'est notamment ces bennes que l'on connaissait du relais ici en France qui ont annoncé cette semaine, il y a quelques jours, en fait, ils n'arrivaient plus à faire face tellement ils avaient de vêtements et notamment de fast fashion qu'ils sont censés... J'ajoute qu'il y a une étude de l'ADEME qui est sortie l'année dernière qui dit que 50% des produits qui sont achetés en ultra fast fashion, le consommateur regrette son achat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi ça. C'est-à-dire que le droit à la mode aujourd'hui, c'est pas un droit à l'accès à s'habiller, c'est un droit à accéder à un volume de vêtements absolument colossal. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Le problème, c'est pas d'acheter un vêtement ou un vêtement ou deux de temps en temps de bonne qualité. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le droit à la mode, il est global. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir le droit à tout dans la mode. Et en fait, c'est pas tenable. En effet, aujourd'hui, on peut pas avoir accès à plein de vêtements. Là-dessus, sur la condescendance qu'évoquait à l'instant Pierre Condamine. Moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que ce qu'on considère comme étant du droit à la mode, c'est aussi quelque chose qui est entretenu par un marketing très agressif de la part de tous ces grands acteurs de la mode, fast fashion ou ultra fast fashion, et qui a fait perdre le sens du vrai prix d'un vêtement. Vous en parliez. C'est pour ça que
remettre de la transparence, obliger les marques en fait à être transparentes sur le prix de revient d'un vêtement, par exemple, ou sur son coût environnemental. Il y a des propositions là d'étiquetage environnemental qui permettent, comme le Nutri-Score pour l'alimentation, d'évaluer donc l'impact sur la planète d'une pièce de vêtement. Et bien, toutes ces mesures incitatives, pour moi, c'est là que, si vous voulez, on pourrait régler ce problème de ce qu'on considère comme étant un droit à la mode, avec des consommateurs et des consommatrices qui seraient bien informés et qui pourraient, du coup, acheter en connaissance de cause. En l'occurrence, on parlait tout à l'heure du coton ouïghour en Chine. Nous, on a découvert en visitant une usine... Les Ouïghours étant une minorité ethnique, par le régime chinois. Voilà, c'est ça, dans l'ouest de la Chine. On a découvert en visitant une usine en Chine avec nos partenaires de Cache Investigation sur France 2 que Decathlon utilisait du coton produit dans la région ouïghour. On a même découvert qu'ils avaient fait fabriquer leurs produits dans une usine subventionnée par le gouvernement chinois et qui employait des paysans ouïghours forcés de travailler. Donc, cette transparence, elle est capitale, bien sûr, pour le respect des personnes qui nous permettent aujourd'hui de nous habiller, mais elle est aussi essentielle pour que les consommateurs et consommatrices fassent des choix en connaissance de cause. J'entends bien l'argument de dire les consommateurs devraient être informés de la provenance de ce qu'ils achètent. Ils devraient savoir qu'un t-shirt fabriqué dans de bonnes conditions, qui ne détruit ni la planète ni les droits humains, ne peut pas coûter 50 centimes, 1 euro, mais devrait coûter, je ne sais pas quel est le vrai prix, 15 euros, 20 euros. Mais quand le consommateur dit mais moi je n'ai pas les moyens d'acheter un t-shirt à 15, à 20, à 30 euros, je trouve ça sidérant qu'une robe vale 100, 150 euros, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit renoncer. Alors, soyez, je pense que déjà, nous, on porte toujours le moins mais mieux, on l'a toujours porté, on continuera à le porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je bosse dans la mode depuis 5 ans maintenant, j'adore les vêtements, etc. Il y a plein de fois où je me pose la question de me dire, ok, je vais essayer d'attendre 10, 15 jours, 1 mois, et puis au bout d'un mois, c'est passé. Pourquoi c'est passé? Parce qu'aujourd'hui, la fièvre d'achat, elle est liée à la publicité. Et en cela, pour revenir à la loi, c'est très important pour nous de garder l'interdiction de la publicité qui n'avait pas été admise par le Sénat et qui était... C'est un tout petit secteur de la publicité, ça touche que la publicité par les influenceurs. Bien sûr, c'est énorme, mais en fait, énorme. c'est colossal. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'achète plus parce qu'on voit une pub dans la rue. On achète parce qu'on voit notre influenceuse préférée sur TikTok le soir quand on scrolle pendant 2 heures et qu'on se dit mais c'est vrai, pourquoi je m'achèterais pas ce petit top panthère? Et ce petit top panthère, aujourd'hui, on l'achète non pas parce qu'on en a besoin, non pas parce qu'on en a envie, mais parce que globalement, notre cerveau est manipulé. Et ça, c'est tout ce que nous, on appelle les dark patterns. Donc, globalement, c'est de la manipulation. Donc, on va, en fait, influencer votre cerveau pour qu'il achète. Et ça, aujourd'hui, le consommateur, d'une certaine façon, il y est pour rien. Donc, c'est à nous, collectivement, au sein du secteur, de dire aux marques, attention, n'utilisez pas votre influence marketing pour faire acheter les gens. Et puis, pour le coup, pour ceux qui l'utilisent beaucoup, et notamment l'ultra fast fashion, on va l'interdire parce que ça suffit. Ça suffit d'envoyer des colis gratuits à des influenceuses, de leur donner 100 euros par-ci, par-là, pour qu'elles fassent la promotion de produits de nouveau dangereux pour les gens, etc. Et où, globalement, le consommateur ne peut pas résister. Voilà. Oui. Un autre angle mort, ça me fait penser de la loi qui vient d'être adoptée. Qui n'est pas encore adoptée. Qui est sur le point d'être adoptée, mais qui a été discutée en commission mixte paritaire hier soir. C'est celui du devenir de ces vêtements invendus. Et en l'occurrence, là aussi où on aurait besoin de transparence, c'est quand on dépose son vêtement dans une benne, type celle du On a l'impression de faire une très bonne action. On a l'impression de faire une très bonne action. Alors, ce que le relais ne dit pas par ailleurs, aujourd'hui, il croule sous les vêtements. Déjà l'année dernière, ils avaient interrompu la collecte pendant plusieurs semaines. C'est 4 millions de tonnes jetées par an en Europe. Parce qu'ils recevaient trop de vêtements, effectivement. Toutes les associations, en fait, qui récupèrent les vêtements sont dans le même cas. Est-ce que la loi qui est sur le point d'être votée ne règle pas? C'est le problème de l'incitation fiscale qu'ont les marques de mode à donner leurs invendus à ces associations. Nous, on a réalisé une autre enquête l'année dernière avec Disclose qui montrait que, par exemple, auprès d'un acteur de collecte de vêtements, Decathlon avait pu défiscaliser un peu moins d'1 million d'euros
juste en donnant ces invendus. Donc aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une sorte d'incitation fiscale à la surproduction. Et là, ça va bien au-delà de Shein et Temu. Des marques comme Kiabi ont développé leur propre magasin pour essayer de revendre leurs invendus. On avait fait un calcul sur leur volume d'invendus, pourrait remplir à peu près 100 magasins Kiabi chaque année. Donc, on est, si vous voulez, dans une course à la production qui, à notre sens, touche vraiment l'intégralité des marques de vêtements, françaises comme chinoises. Et cette loi ne règle pas la question du devenir de ces vêtements. Mais elle est quasi sociologique, cette question, parce que, en vous écoutant, je me représente dans un magasin où c'est vrai qu'en tant que consommateur, on ne s'attend pas à ce qu'il n'y ait pas toutes les tailles et tous les coloris d'un modèle. Il faut peut-être se déshabituer. Et pour conclure là-dessus, justement, Pierre Condamine, parce qu'on arrive au terme de cette émission dont le format a été un peu réduit, malheureusement, on sait qu'en matière d'écologie, culpabiliser, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut responsabiliser le consommateur, le client? Mais il n'y a pas que ce levier-là. On comprend qu'il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on est déçus, nous, de la finalité de cette loi. Parce que sensibiliser le consommateur, c'est très bien, mais s'il fait face à des millions, voire des milliards de références et d'offres chaque année, s'il fait face à des promotions incessantes, comme on en a parlé, s'il est tout le temps incité à consommer par ces entreprises-là, il y a peu de chances qu'il change. À moins qu'on arrive à sensibiliser à hauteur des dépenses publicitaires qui le ciblent, malheureusement, ça ne changera pas. Et donc, c'est pour ça que cette loi, elle devait faire ça, elle devait justement responsabiliser en régulant, en encadrant ces entreprises qui créent ce système de surproduction et d'incitation à la consommation permanente. Et ce qu'on a vu, c'est que malheureusement, elle ne choisit pas de cibler le système dans son entièreté, mais seulement des entreprises qui sont certes actrices majeures de ce système, mais pas l'entièreté. Et donc, on n'aura pas quelque chose de vraiment régulateur à l'ensemble de... Et puis par ailleurs, j'imagine que c'est une loi française. Si elle n'est pas internationale, on n'y arrivera pas collectivement, en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Pierre Condamine pour l'ONG Les Amis de la Terre et cette coalition Stop Fast Fashion. Merci beaucoup Pierre Lebovici. On peut retrouver vos enquêtes actuelles et les plus anciennes sur Disclose. Et Thibault Ledunois de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci beaucoup. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.